Aujourd'hui, on va se pencher sur un phénomène économique aussi fascinant que dévastateur, un schéma qui revient encore et encore, les bulles financières. Et surtout, on va voir ce qui se passe à la fin, quand tout s'écroule, quand la monnaie elle-même ne vaut plus rien. Et pour commencer, rien de mieux qu'une perspective humaine. Écoutez bien cette phrase, elle date de 1920. Une veuve autrichienne, Anna Eisenmenger, dit ça. C'est fou, non? Ça capture parfaitement ce sentiment étrange, ce malaise qu'on peut ressentir même quand tout semble aller pour le mieux, quand la richesse s'accumule. C'est cette petite voix qui nous dit que peut-être tout ça n'est pas tout à fait normal. Voilà la question qui va nous guider. Parce qu'au-delà des graphiques et des pourcentages, qu'est-ce qui se passe vraiment, concrètement? Quand la fête est finie, que la confiance, le socle de toute notre économie, s'évapore, que reste-t-il? Bon, pour comprendre comment on en arrive à ce chaos, il faut d'abord décortiquer le mécanisme. C'est un peu comme une autopsie. Alors c'est parti pour la première partie, l'anatomie d'une bulle. Alors, une bulle économique, qu'est-ce que c'est exactement? En gros, c'est une période où les prix d'un actif, que ce soit des actions, l'immobilier, n'importe quoi, se mettent à grimper à une vitesse folle. C'est alimenté par un optimisme parfois complètement déconnecté de la réalité. Les prix dépassent de loin la valeur réelle de la chose. Et bien sûr, ça se termine toujours de la même manière, par un effondrement. La vraie question, ce n'est jamais si ça va éclater, mais quand. Et ce qui est assez fou, c'est que ce phénomène n'est pas du tout aléatoire. En fait, presque toutes les bulles de l'histoire, que ce soit la folie des tulipes au XVIIe siècle ou la bulle Internet, suivent un schéma bien précis en 5 étapes. C'est une sorte de recette pour un désastre, une feuille de route qui nous montre comment, petit à petit, la raison s'efface pour laisser place à une espèce de folie collective. Allez, on va zoomer sur les étapes les plus grisantes. La montée. Du boom à l'euphorie. C'est là que tout s'emballe, que la psychologie de masse prend complètement le contrôle. Cette citation de Galbraith, elle résume tout parfaitement. Quand tout monte, tout le monde se sent comme un génie de la finance. C'est facile, non? On a ce sentiment d'invincibilité. On a l'impression d'avoir tout compris, alors qu'en réalité, on ne fait que surfer sur une vague. Et là, on touche à un autre moteur. Un moteur psychologique hyper puissant. La jalousie, la pression sociale. Appelez ça comme on veut. Cette petite phrase de Kindleberger dit tout. Voir son voisin, son ami devenir riche du jour au lendemain, ça rend fou. Ça anesthésie le jugement. C'est la fameuse peur de rater le train, le FOMO. Et c'est ça, le vrai carburant qui transforme un simple boom en euphorie générale. Et il ne faut surtout pas croire que c'est une affaire de spécialistes. Pas du tout. Pendant l'euphorie, la fièvre se propage à tout le monde. Dans les années 20, on disait que même les cireurs de chaussures donnaient des conseils boursiers. Dans les années 90, les médecins et les avocats devenaient traders entre deux patients. Et dans les années 2000, la télé-réalité nous montrait comment devenir millionnaire en retournant des maisons. Bref, tout le monde y va, et c'est bien ça qui rend l'édifice si fragile. Mais voilà, après la montée vertigineuse, il y a forcément la descente. Et elle est souvent brutale. On passe de l'euphorie totale à la panique. C'est le crash inévitable. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple de la bulle Internet. Le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques, il passe de 440 à plus de 5000 points dans les années 90. Une ascension folle. Et puis, en mars 2000, c'est le sommet. Moins de 2 ans plus tard, en octobre 2002, il a perdu 80% de sa valeur. 80%! Des fortunes bâties sur des années qui partent en fumée en quelques mois. La montée est spectaculaire, c'est vrai, mais la chute, elle est terrifiante. Il y a une image géniale pour décrire ce moment de bascule, c'est le moment coyote. Pensez au dessin animé Bip Bip et le coyote. Le coyote court, il dépasse le bord de la falaise, il continue de courir dans le vide, et pendant quelques secondes, tout va bien. Et puis d'un coup, il regarde en bas. Il réalise. Et là, il s'effondre. C'est exactement ça, le crash. C'est le moment où tout le marché réalise qu'il n'y a plus rien en dessous. Et là, c'est la panique. Tout le monde veut vendre en même temps. Mais un crash boursier, aussi terrible soit-il, ce n'est parfois que le début du problème. Il y a un scénario encore plus extrême. Le cas où ce n'est pas juste un marché qui s'effondre, mais la monnaie elle-même. C'est là qu'on entre dans une autre dimension, quand la monnaie se meurt. Le mot technique pour ça, c'est l'hyperinflation. La définition officielle, c'est quand les prix augmentent de plus de 50% par mois. 50% par mois. Ça peut ne pas paraître énorme comme ça, mais à ce rythme, une économie entre dans une véritable spirale infernale. L'argent ne remplit plus sa fonction la plus basique, garder sa valeur. Alors pour bien visualiser ce que ça veut dire, accrochez-vous. Le record absolu, c'est la Hongrie en juillet 1946. Le taux d'inflation en un seul mois, 41,9 millions de milliards de pourcents. Je le répète, millions de milliards. C'est un chiffre qui ne veut plus rien dire, c'est complètement abstrait. Alors, pour que ce soit plus parlant, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'à ce moment-là, en Hongrie, les prix doublaient toutes les 15 heures. Pensez-y une seconde. Les prix doublent toutes les 15 heures. Le salaire que l'on touche le matin a perdu la moitié de sa valeur le soir même.
L'argent devient un poison, une patate chaude, dont tout le monde veut se débarrasser le plus vite possible. Forcément, ça mène à des situations complètement surréalistes. Les gouvernements se mettent à imprimer des billets avec de plus en plus de zéros. Le summum, c'est ce billet hongrois de 100 quintillions de pengo. C'est un 1 avec 20 zéros derrière. C'est le billet avec la plus grande valeur faciale de toute l'histoire de l'humanité. Et pourtant, il ne valait presque rien. Et attention, la Hongrie, c'est le cas extrême, mais ce n'est pas un cas isolé, loin de là. On a eu l'Allemagne de Weimar en 1923, avec presque 30 000% d'inflation en un mois. On a eu le Zimbabwe en 2008, avec des chiffres qui donnent le tournis. À chaque fois, le mécanisme est le même. La confiance disparaît et la machine à imprimer s'emballe jusqu'à l'absurde. Et là encore, pour dépasser les chiffres, regardons la réalité des gens. En Allemagne, en 1923, les billets ne valaient tellement plus rien que les gens les utilisaient comme papier peint. Ou pire, ils les brûlaient dans leur poêle pour se chauffer. Ça coûtait moins cher de brûler des liasses de billets que d'acheter du bois de chauffage. C'est ça, la mort de la monnaie. Ces histoires, elles peuvent sembler lointaines, mais elles ne sont pas juste des curiosités historiques. Non, ce sont des échos, des avertissements qui résonnent à travers le temps. On a donc l'Allemagne de Weimar, en 1923. Voici l'un de ses symboles, le billet de 100 billions de marks. Une monnaie autrefois forte, réduite à du papier sans valeur. On avance dans le temps. La Yougoslavie, 1994. Le billet de 500 milliards de dinars. C'est le même scénario qui se répète. Et beaucoup plus près de nous, le Zimbabwe en 2008, le fameux billet de 100 billions de dollars. Une histoire si récente qu'elle nous rappelle que ce n'est pas qu'une affaire de livre d'histoire. Tout ça nous ramène à une dernière question, une question un peu dérangeante. Cette citation de Wilbur est percutante. Nous construisons une bombe à retardement plus grosse. Alors, est-ce que toutes ces histoires ne sont que des leçons du passé, ou est-ce que peut-être ce sont des avertissements? Est-ce que les politiques monétaires d'aujourd'hui, avec la création massive d'argent, ne sont pas en train de semer les graines de la prochaine grande bulle, du prochain grand crash? La question, bien sûr, reste ouverte et mérite d'être posée.